On va y arriver. Voilà. Bonjour. Merci d'abord, merci à Eric de m'avoir invité à participer donc à cette session. Donc François Lacroix, je suis médecin généraliste, membre du bureau du collège de la médecine générale et également donc responsable de l'IRMG, Institut de recherche en médecine générale. Voilà. Donc maintenant que on a entre guillemets tordu le cou aux statines, on va pouvoir parler de choses sérieuses un petit peu et voir qu'effectivement, comme Pierre-Vladimir l'a déjà évoqué, on a plein d'autres choses sur lesquelles on peut agir. Donc, facteurs de risque, il en a évoqué un certain nombre. Je vais revenir dessus. Équation de risque. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi c'est quand même important? Parce que on a vu que les statines, finalement, ne servent pas à grand-chose. Et pourtant, c'est une problématique qui est importante. Quelques chiffres. On reste, c'est la deuxième cause de décès en France. Les maladies de l'appareil circulatoire, c'est la deuxième cause de décès en France. Je vous ai mis le tableau là, qui date de 2014 de la mortalité pour 100 000 habitants. En France, on est pour les maladies cardiovasculaires, donc il y a 260 hommes pour 100 000 et 163 femmes qui décèdent. Et les premières, c'est les tumeurs malignes. Et vous voyez qu'il y a des écarts qui sont très importants. Je vous ai mis les deux meilleurs pays européens, France et Espagne, et je vous ai mis les deux plus mauvais, entre guillemets, que sont la Lettonie et la Bulgarie. Et la moyenne des pays européens qui est à 445. Donc, ça veut dire que déjà, je pense que on fait pas si mal que ça en termes de prise en charge de nos patients, puisque sur le plan cardiovasculaire, effectivement, on est plutôt bien placé. Et on voit que dans les tumeurs malignes, d'ailleurs, il y a des écarts qui sont beaucoup moins importants. Donc, évaluer les risques cardiovasculaires, c'est important à cause de cette mortalité. Si on veut adapter nos stratégies, on pourra adapter nos stratégies que si on a fait une évaluation correcte du risque cardiovasculaire, bien évidemment. D'accord ? Donc, on a besoin de l'évaluer, ce risque-là. D'accord ? Et on sait aussi qu'il y a un certain nombre d'interventions, on en a évoqué quelques-unes, mais on va y revenir, qui sont efficaces en termes de diminution de morbimortalité. Donc, ça vaut la peine de s'atteler à ce travail, ça vaut la peine de revenir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil d'évaluation pour l'instant? Alors, les moins jeunes d'entre vous se rappellent du temps de l'ANAS où c'était assez simple finalement, parce qu'il suffisait de compter jusqu'à 3, à peu près. Si on savait compter jusqu'à 3, c'était bon. On avait un facteur de risque, on avait 2 facteurs de risque, on avait 3 facteurs de risque, et après, ça permettait de classer les individus en petits risques ou gros risques. C'était simple, quoi, finalement. Bon, depuis, ça a un petit peu évolué. Il y a eu Framingham, qu'on a déjà évoqué, et dans le modèle de Framingham, plus ou moins adapté par certains, 7 variables dans Framingham pour évaluer le risque. Âge, sexe, pression artérielle, cholestérol, HDL, tabac, diabète. Et on évalue dans Framingham des événements cardiovasculaires à 10 ans. Okay. Autre modèle qui est plus à la mode à l'heure actuelle, c'est SCORE. Okay. Sous la pression, c'est le modèle qui fait entre guillemets référence en France, qui a adopté l'HAS. Si vous lisez la dernière reco février 2017 de l'HAS sur la prise en charge des dyslipidémies, c'est SCORE qui est recommandé parce qu'il y a eu une grosse pression, je pense, de la Société européenne de cardiologie par rapport à ça, puisque c'est leur critère. Il n'y a plus que 5 variables dans ce SCORE-là. Je sais que c'est la pression artérielle, cholestérol, tabagisme, avec évidemment des insuffisances dans ces modèles de risque. Parce qu'on voit bien déjà qu'il y a très peu de facteurs de risque qui sont pris en compte dans ces modèles-là. Vous voyez, on est à 5, on est à 7, il y a très peu de choses. Okay. Deuxième élément, c'est que ces 2 modèles sont limités à 65 ans. Après 65 ans, on ne peut plus les utiliser, on ne sait plus faire. Okay. Et ils n'ont pas été établis avec une population française. Donc, ils ont été établis, en particulier SCORE par exemple, sur une population, sur des populations qui ne sont pas françaises, et donc où le risque initial de maladie cardiovasculaire n'est pas le même. Donc effectivement, l'interprétation, du coup, on a un peu bricolé. On a fait un score pour les pays à haut risque et un score pour les pays à bas risque. D'accord ? Donc en France, on est censé utiliser le bas risque, sauf pour les diabétiques où il faut utiliser le haut risque. Il y a un score homme, il y a un score femme. Enfin, on bricole avec
finalement très peu de choses. Et puis, in fine, il faut bien comprendre que ces indicateurs-là, ces équations de risque, elles ont surtout été faites pour la prescription des statines. D'accord? Parce que c'est fait pour ça, c'est pour dire, in fine, on vous classe dans telle catégorie, donc du coup, hop, statine. Voilà. Donc, ce n'est pas très satisfaisant. C'est joli, il y a de la couleur, ça peut être utilisé avec le patient, on peut le montrer où il est, effectivement, le rouge, ça lui fait plus peur que le vert. Et on voit que finalement, quand même, c'est le facteur de l'âge là qui est le plus important. Donc ça, c'est un score homme. Il y a un autre modèle qui est le Q-Risk. Alors le Q-Risk, c'est les Britanniques qui utilisent ce modèle-là. La dernière version du Q-Risk, c'est le Q-Risk 3 qui est sorti il y a récemment. Alors dans le Q-Risk, vous voyez, je vous ai mis là à gauche les éléments du Q-Risk. Il y a beaucoup plus de facteurs de risque qui sont notés dans le Q-Risk. Hein. Donc on retrouve évidemment le sexe, l'âge, etc. Le statut tabagique, par exemple, mais dans le statut tabagique, dans le Q-Risk, vous avez 4 ou 5 critères, c'est-à-dire non-fumeur, ancien fumeur, fumeur occasionnel, fumeur modéré, fumeur important, etc. Et donc, on retrouve là, dans le Q-Risk, des choses qui n'existaient nulle part ailleurs, dont on n'avait pas la notion, d'accord ? L'insuffisance rénale, stade 3, 4 ou 5, la fibrillation auriculaire, je vais vous montrer des chiffres, ça, sur l'ordre ratio pour ça. Fibrillation auriculaire, on retrouve les migraines, on retrouve la polyarthrite rhumatoïde, on retrouve le lupus, on retrouve des maladies psychiatriques, on retrouve la prise de corticoïdes. Un certain nombre d'éléments qui ne figurent absolument pas dans les échelles de risque qu'on utilise, nous, pour l'instant. D'accord ? Donc, c'est recommandé par le NICE, Q-Risk 3. C'est validé chez des patients jusqu'à 84 ans, d'accord, ce qui est déjà un plus. Et par contre, effectivement, c'est une population à haut risque, puisque ce sont des Britanniques, des Gallois, des Anglais et des Gallois, et qui sont à un risque cardiovasculaire supérieur aux Français. Mais ça nous donne des idées quand même, de se dire, tiens, il y a peut-être autre chose, et peut-être qu'on pourrait travailler un peu sur un modèle de ce type-là, et creuser un petit peu ça pour l'adapter à la population française. Et si on regarde, juste pour vous donner une petite idée de ce qui a été fait pour le calcul du Q-Risk 3, on s'aperçoit, alors c'est pas très... Si, ça va, c'est mieux que sur mon ordinateur, sur le Q-Risk 3. Regardez, quand on regarde la fibrillation auriculaire, on est quand même dans un hasard ratio qui est à 2,46. C'est énorme. C'est énorme, regardez. On est presque au même chiffre que les fumeurs modérés. Donc nous, on nous bassine avec le tabac, très bien. Mais pas que, quoi. Il y a d'autres, d'accord ? Donc on a des tas d'autres facteurs pour lesquels maintenant, on a un certain nombre de données. Alors, je vais en reprendre quelques-uns. Je ne vais pas tout reprendre parce que sinon, on y passe la journée, bien évidemment. D'accord ? Donc, il y a les facteurs de risque non modifiables. Donc, aujourd'hui, l'objectif, ça va être surtout de travailler sur les modifiables. Donc, je ne vais pas vous parler des non modifiables, sauf juste pour info, parce que moi, je l'ai un peu découvert aussi en travaillant là-dessus. C'est sur les maladies mentales, parce que je n'avais pas cette notion du tout perso. Donc, voilà. Maladies mentales sévères, donc... Qu'est-ce qu'on comprend là-dedans ? On comprend la schizophrénie, la bipolarité et les dépressions majeures. C'est pas rien dans notre clientèle. Il y en a quand même, on en voit. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit vigilant. Et là, on a un certain nombre de données avec des augmentations significatives de l'incidence chez ces patients pour les pathologies coronariennes. Hasard ratio, on est à 1,54 pour les pathologies cérébrovasculaires et pour les décès en relation avec les maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est des données récentes, d'accord, qui doivent nous faire réfléchir sur un certain nombre de choses dans notre pratique. Et alors, il y a l'usage des médicaments, des antipsychotiques, et en particulier des plus récents également, qui sont reconnus comme augmentant l'incidence. Dans les facteurs de risque modifiables, donc je me suis intéressé à... Voilà, je vous ai mis en rouge ceux que je vais reprendre maintenant. Et avant de les reprendre, je voulais juste vous montrer ça. C'est un tableau
D'ailleurs, c'est Pierre Vladimir qui me l'a passé. Sur l'effet des facteurs de risque modifiables, d'un certain nombre de facteurs de risque modifiables sur les infarctus. Hein. C'est l'étude Interheart, et c'est sur les infarctus. Et vous voyez bien que si vous regardez la courbe là, qui est à votre droite, hein, on voit bien donc, les facteurs aggravants, les facteurs qui améliorent. Et on voit que bon, les écarts sont... vous voyez, le psychosocial index, par exemple, on le retrouve dans un facteur aggravant, on va revenir dessus. L'obésité, on la retrouve aussi. Et à l'inverse, on voit... Bon, alors l'alimentation, on n'a pas évoqué, l'exercice physique, etc., qui sont de l'autre côté. Voilà. Alors, si on reprend quelques-uns de ces facteurs, les inégalités sociales de santé, c'est sujet à la mode, mais c'est sujet important. Et je vous invite à regarder sur le site du collège le document Pourquoi et comment enregistrer la situation sociale d'un patient adulte en médecine générale, document sur lequel a travaillé un groupe de travail du collège sous la responsabilité d'Hector Falcoff, qui vous dira 2 mots tout à l'heure. C'est un document super intéressant. Et ça tombe bien parce que dans le risque cardiovasculaire, c'est important. On s'aperçoit quand même que l'écart d'espérance de vie, si vous prenez des individus de 35 ans, hein, entre un cadre chez l'homme, un cadre homme, ouvrier, homme, 7 ans d'écart d'espérance de vie à 35 ans. Okay, et il y a un véritable gradient. C'est-à-dire que si vous regardez le risque profession par profession, enfin catégorie sociale par catégorie sociale, il y a un gradient entre le cadre, entre l'employé, entre l'ouvrier, et après, chez les ouvriers, entre l'ouvrier spécialisé, l'ouvrier agricole, l'ouvrier non qualifié, etc. Vous avez un gradient d'inégalité sociale de santé. D'accord ? C'est un vrai marqueur. Et certains pays, d'ailleurs, ont mis la réduction des inégalités sociales de santé dans leurs priorités de santé, et l'OMS s'est emparée du sujet aussi. Et si vous regardez la mortalité cardiovasculaire, hein, selon la catégorie sociale, les chiffres INVS de 2014, hein, qui montrent que le taux de mortalité, il varie de 10 pour 100 000 patients année chez les cadres à 22 pour 100 000 patients année chez les ouvriers. D'accord ? Pierre Vladimir nous a dit que la mortalité cardiovasculaire avait diminué pour des tas de raisons, mais depuis des années. Mais si on regarde l'écart, par contre, entre les cadres et les ouvriers, cet écart s'est creusé au cours de ces dernières années. D'accord ? Donc, c'est un élément important à prendre en compte dans nos consultations. Et recueillir les informations nécessaires, ça va nous permettre non pas de modifier les situations sociales des patients, mais de prendre en compte cette situation pour agir différemment avec eux. Okay, alors qu'à l'heure actuelle, on s'est aperçu, il y a une étude qui a été faite chez des médecins parisiens, par exemple, qui montrait que les médecins généralistes donnaient beaucoup plus, par exemple, pour l'exercice physique, beaucoup plus d'informations, de support d'informations sur le bénéfice de l'exercice physique pour eux, chez les cadres, qu'aux ouvriers, par exemple. Okay, donc ça veut dire qu'on on peut être délétère dans notre pratique. Donc au contraire, si on prend en compte ça, on peut améliorer les choses. La pollution, ça aussi c'est un truc dont on parle. On en parle beaucoup de la pollution, mais pas tellement en termes de risque forcément cardiovasculaire. D'accord ? Or, on a des études qui montrent clairement maintenant que c'est un facteur de risque qui est indépendant et que la pollution, elle a un effet, l'exposition, qu'elle soit à court terme ou à long terme, a un effet délétère, hein, en termes de risque cardiovasculaire. OK ? Et donc, on a une augmentation du risque. Et il y a des études qui ont été faites sur, par exemple, sur les maladies cardiovasculaires chez les patients en fonction de la distance qu'ils ont d'un axe routier important. Parce que c'est surtout les microparticules, bien évidemment, qui sont délétères, et en particulier tout ce qui est gaz des véhicules, voitures, et en particulier le diesel, bien sûr, mais voilà. Et donc, l'étude a montré, en fait, que plus vous êtes loin d'un axe routier important, et plus vous avez de risques, plus vous augmentez votre risque. D'accord ? Le sommeil, c'est plus compliqué. Le sommeil, c'est plus compliqué parce que... alors, il y a beaucoup d'études montrent que l'insomnie ou les petits dormeurs ont plus de risques cardiovasculaires. D'accord ? Sauf que c'est un critère qui est difficile parce que l'évaluation du sommeil en elle-même est difficile. Hein ?
C'est difficile parce qu'on ne sait pas très bien le définir et on n'a pas de critères de mesure très objectifs. Mais globalement, c'est aussi un facteur délétère. L'obésité, c'est pareil. Hein, et si vous utilisez le BMI comme indicateur, on s'aperçoit donc que le risque relatif de cardiopathie varie. Il passe quand même de 1,29 à 81 à 1,81 quand on passe un surpoids à l'obésité chez l'homme et de 1,81 à 3,10 chez la femme. D'accord ? Ce n'est pas négligeable du tout. Hein ? La sédentarité, je pense que c'est ce qu'on connaît le mieux, sur lequel on a plus d'éléments et on est tous convaincus là-dessus qu'effectivement l'exercice est bénéfique. Et la sédentarité en elle-même, c'est le risque attribuable à une faible activité dans la survenue de décès cardiovasculaire, il est estimé à 11%. D'accord ? C'est pas si compliqué l'exercice physique parce que le simple fait de faire un quart d'heure de vrai exercice par jour ou 90 minutes par semaine procure un bénéfice. L'optimum, c'est 5 heures par semaine. Mais voilà, entre 15 minutes par jour, 5 heures par semaine, il peut y avoir des intermédiaires. Et il y a franchement du bénéfice à trouver. Le stress aussi est un facteur qui a été bien étudié à l'heure actuelle. On a plusieurs études prospectives qui montrent le lien entre maladie cardiovasculaire et le stress. Et même des essais qui ont montré le bénéfice de la gestion du stress. Là-dessus, voilà. C'est bon? Donc, en conclusion, on s'aperçoit bien que les outils qu'on a ne sont pas adaptés, clairement. Il nous manque il y a plein de choses qui nous échappent, qu'on ne prend pas en compte. D'accord? On est fléché, on a été fléché, statine, etc., taux de LDL, etc., OK? Et probablement, ce n'est pas le plus important. D'accord? Mais on n'a pas tous les outils qu'il faut. Donc, à nous, on a un challenge à relever, je pense, qui est de construire un outil qui soit adapté à notre pratique, qui prenne en compte l'ensemble des critères. Hein, mais si c'est ça, il faut aussi qu'on se donne les moyens de recueillir ces facteurs de risque. Et il nous faut des outils pour recueillir ces facteurs de risque. Eric, je crois que tu dois nous en parler. Merci.